Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Hebdo Manga, le podcast dédié au manga et animé avec un épisode tous les dimanches pour revenir sur les dernières actualités, que ce soit au Japon ou en France. Un état des lieux des tendances et des ventes du milieu pour ne rater aucune pépite, ainsi que des dossiers au sujet divers et variés pour partager ce que j'ai envie de vous partager. Dernier podcast préenregistré pour mes vacances, reprise des news de la semaine pour le prochain épisode, mais cette fois-ci je vous livre une nouvelle liste de mangas du mois de mai qui valent le détour. Je m'appelle Telio et encore une fois, bienvenue dans Hebdo Manga. Dans cette liste, le mois de mai commence par la fin d'une publication patrimoniale assez majeure dans les shoujo, avec le tome 7 du manga Le Dit du Genji de Waki Yamato. Adapté d'une œuvre majeure de la littérature japonaise, Le Dit du Genji raconte la vie du prince Hikaru Genji, à la cour impériale du Japon pendant l'ère Heian. Charmeur et raffiné, sa beauté ne laisse indifférente aucune des femmes qu'il veut séduire. Multipliant les conquêtes, rien ne l'arrête. Il tombe éperdument amoureux de sa belle-mère, Fujitsubo. Incapable de dominer leur passion, il transgresse l'interdit. Un acte qui vaudra au prince, surnommé le radieux, souffrant de regrets tout au long de sa vie. Le Dit du Genji est une œuvre majeure de la littérature japonaise du XIe siècle que l'on attribue à Murasaki Shikibu. Elle est considérée comme le premier roman psychologique et représente un témoignage précieux sur la culture, la politique et les mœurs de l'ère Heian, marquée par de nombreuses mutations et par l'importance de la cour impériale. Jeune veuve, l'autrice devient dame de compagnie à la cour. Son existence au sein de l'élite impériale va lui inspirer cette œuvre magistrale dans laquelle évoluent près de 300 personnages sur plus de 1500 pages. À travers un destin politique et les intrigues amoureuses du prince Genji, Shikibu nous offre un trésor historique réfléchissant sur la condition féminine et les comportements humains de l'époque. Le Dit du Genji continue d'inspirer de nombreux artistes comme Waki Yamato, dont l'adaptation en manga a été publiée entre 1979 et 1993 dans le magazine Mimi des éditions Kodansha. Elle a connu un succès phénoménal avec plus de 18 millions d'exemplaires vendus au Japon. Cette œuvre s'inscrit dans la riche carrière d'une autrice connue jusqu'ici en France pour l'adaptation animée de Marc et Marie. Avec ce titre, Panini ont alimenté leur collection dite patrimoniale avec un titre d'une grande importance autant pour le genre shoujo que pour les apports historiques. À titre personnel, c'est un manga que j'ai eu beaucoup de mal à lire car ce n'est pas vraiment mon style de lecture et l'histoire ne m'a pas emporté, mais force est de constater qu'il est très profitable de voir ce genre d'œuvre édité chez nous, donc je tiens à remercier Panini pour cela. Une maison d'édition qui profite amplement du succès de Demon Slayer pour publier des titres plus discrets mais d'une énorme qualité. Sortie prévue de ce dernier tome le 6 mai. On passe ensuite à une œuvre que j'attendais énormément chez nous, de par les deux profils dessus. Je parle bien sûr de Gaslight Stray Dogs Detective, un manga de Yugo Aosaki au scénario et Toshimitsu Matsubara au dessin. Dans le Londres du 19e siècle, les enfants de rue, à l'image de Louis, sont traités comme des moins que rien. Le garçon survit grâce à sa capacité d'observation sans égale et à la protection de son amie Nina, génie de la débrouille. Ces derniers temps, elle travaille pour un mystérieux détective. Mais une des missions qu'il lui confie tourne mal et la jeune fille est tuée. Les talents de déduction de lui le mènent au meurtrier, qui est interpellé. Seulement, l'orphelin n'est pas satisfait. Il jure de se venger du détective qu'il considère comme le premier responsable de la mort de Nina. Son nom, Sherlock Holmes, nouveau venu à Baker Street. Retrouvez le célèbre détective dans des intrigues inédites à travers les yeux d'un de ces fameux enfants des rues devenu agent de renseignement du célèbre locataire du 221B Baker Street. Après le spectaculaire Valalian The Black Iron, Toshimitsu Matsubara revient au catalogue Kiun avec cette nouvelle série dans laquelle il met en scène avec brio une histoire signée Yugo Aosaki, écrivain de Undead Girl Murderface ou Dans le premier train du matin. Pour suivre le dessinateur sur ses réseaux, chaque planche qu'il partageait était aussi grandiose que dans ses derniers succès, nous offrant tout de même une histoire bien différente de ses derniers travaux. Rikudo était un drame utilisant la boxe comme moteur, et Valalian était un manga d'action pur à base de figures historiques. Ici, on découvre l'auteur dans des configurations différentes, au cœur d'enquêtes durant lesquelles les dessins devront s'allier avec une bonne mise en scène pour réellement sortir son épingle du jeu. Un titre qu'on pourra découvrir le 7 mai aux côtés des éditions Kiun. Mais le 7 mai, on retrouve également du côté de Kiun le tome annuel de l'excellent Bright Stories de Kaoru Mori, qui publiera donc son 16e tome. C'est l'histoire d'Amir, une jeune femme de 20 ans de l'Asie centrale du 19e siècle, dont la tribu a décidé de la marier à un jeune garçon d'une autre tribu, Karluk, âgé seulement de 12 ans. Telle est la coutume, Amir part vivre chez son mari et quitte sa tribu qui était, contrairement à celle de son mari, une tribu nomade et rencontre quelques différences culturelles. Néanmoins, Amir s'adapte rapidement à sa nouvelle vie. Étant, comme tous les membres de son ancienne tribu, très douée au tir à l'arc et en équitation, elle partage donc son savoir avec sa nouvelle famille en échange de nouvelles connaissances de celle-ci. Malheureusement, alors qu'Amir commence à se sentir bien dans cet nouvel environnement, sa précédente tribu décide de la récupérer par tous les moyens pour la remarier à un homme plus scrupuleux. Bright Story est une série qui a réussi à conquérir de nombreux lecteurs en France grâce à des qualités visuelles et narratives au-dessus des standards du milieu. C'est un manga qui prend son temps pour sortir ses tomes, mais qui les sortiront sous leur meilleur visage. Notez bien
La sortie de ce 16e tome le 7 mai aux éditions Kiyun, sous son édition simple édition Latitude, l'édition grand format de la série pour profiter au mieux des dessins de la mangaka. Ensuite, une série légendaire du catalogue Kurokawa prend fin le 13 mai en France avec le tome final de Vinland Saga. Depuis que Ashelad, un chef de guerre fourbe et sans honneur, a tué son père lorsqu'il était enfant, Thorfinn le suit partout dans le but de se venger. Mais bien qu'il soit devenu un guerrier redoutable, il ne parvient toujours pas à vaincre son ennemi. Au fil des ans, enchaînant missions périlleuses et combats afin d'obtenir des duels contre l'homme qu'il haït plus que tout, le gentil Thorfinn est devenu froid et solitaire, prisonnier de son passé et incapable d'aller de l'avant. Un récit bourré de valeurs, oscillant entre quête de vengeance, questionnement sur soi-même et quête initiatique pour sa propre rédemption, Vinland Saga est l'exemple même du manga d'action pouvant offrir bien plus que ce que le lectorat de départ pensait. Une fresque philosophique passionnante suivant les pas de peuples européens de l'époque, notamment les Vikings, des terres du nord européennes. Le manga s'est rapidement imposé comme un véritable succès, aussi bien critique que commercial. Ce dernier tome sera accompagné d'une édition collector avec à l'intérieur une plaque en métal de Thorfinn, un set de 3 ex-libris, un carnet storyboard du chapitre final, ainsi qu'une jaquette en cuir, le tout rangé dans une boîte au design de coffre en bois. Franchement, Kurokawa ne se fiche pas de ses lecteurs sur le contenu, c'est à la hauteur du final de la série je trouve. Vous pourrez donc récupérer ce tome final et sa version collector le 13 mai aux éditions Kurokawa. Je suis sûr qu'il fait parler de lui en ce moment de par son animé en cours de diffusion, mais notez également que le tome 15 de l'Atelier des Sorciers sort en France ainsi que le tome 5 de son édition Grimoire, le 13 mai chez les éditions Pika. Coco a toujours été fasciné par la magie et ne rêve de devenir une sorcière. Hélas, seuls les élus nés avec un don peuvent pratiquer cet art. Les autres n'ont pas le droit d'assister ne serait-ce qu'au lancement d'un sort. Coco a donc abandonné tout espoir, jusqu'au jour où un sorcier, qui est Frey, visite la boutique de sa mère. Elle parvient alors à l'espionner et à découvrir la véritable nature de la magie. Au prix d'un événement tragique, elle devient la disciple de Kefrey et entre dans un monde aussi enchanteur que destructeur. La série a un rythme également assez lent avec un tome par an, mais cela n'est pas étonnant quand on voit la qualité à l'intérieur de l'ouvrage. A noter donc que l'édition Grimoire aura rattrapé le manga avec son tome 7, avec l'équivalent de 14 tomes. Pas de tome 8 avant le tome 16 simple, donc on arrivera bientôt à l'attente. Les deux seront disponibles le 13 mai aux éditions Pika. Continuons avec l'un des shoujo les plus légendaires d'une autrice à la grande popularité dans le milieu, qui revient en édition Star chez Kana avec le retour de Basara de Yumi Tamura. La civilisation a disparu au XXe siècle. Le Japon est dominé par une famille royale, le roi d'or, qui gouverne la capitale et ses 4 fils qui s'occupent des provinces. Le roi noir règne sur le nord, le roi bleu sur la région de Seiran, le roi rouge sur l'est, et le roi blanc a préféré se retirer dans les montagnes de Hiei. Cela fait plus de 300 ans que le peuple souffre de cette dictature. Au village Byakko, la femme du chef du village accouche de 2 jumeaux, une fille et un garçon. Un prophète annonce que l'un des 2 enfants est l'élu par qui la tyrannie du roi rouge prendra fin. 12 ans s'écoulent, les 2 jumeaux ont bien grandi. Le garçon s'appelle Tatara, le nom d'une étoile, car tous croient qu'il est l'enfant élu. Il est initié au rôle de chef, tandis que sa petite sœur Sarasa grandit dans son ombre. Son père est trop occupé avec lui, elle apprend l'usage des plantes avec Nagui, médecin et prophète, et Kaku. Le jour de l'ascension, alors que Tatara atteint enfin sa majorité, les troupes du roi rouge attaquent le village et tuent leur ami, Maa, qu'ils ont pris pour l'élu. 3 ans s'écoulent avant que le roi ne découvre qu'il s'est trompé de personne. Une nouvelle attaque a lieu, de nombreux villageois trouvent la mort dont le chef est Tatara. Sarasa décide de prendre l'identité et le destin de son frère. Elle sauve le village qui reprend confiance en croyant que l'enfant élu est toujours vivant. Dans une source d'eau chaude, elle fera la connaissance d'un jeune homme du nom de Shuri, qui n'est autre que le roi rouge. Tous les deux vont tomber amoureux l'un de l'autre sans savoir l'identité de l'autre. Ainsi commence l'histoire d'un combat sanglant et d'un amour impossible. Yumi Tamura est une autrice très célèbre dans la sphère shoujo, dont Basara est son magnum opus pour la plupart de ses fans. Avec Don't Call It Mystery, son manga en cours chez les éditions Noé Graphics, ce sera l'occasion pour les fans de découvrir ce classique sous une édition Star qui semble bien plus intéressante que l'édition de base, avec les nouvelles traductions, le nouveau lettrage et de nouvelles covers pour une édition avec 9,25€ le tome pour 16 tomes complets. Je vous évite les calculs, mais globalement cette édition ferait presque économiser 50€ par rapport à la vieille qu'on trouve nulle part. Personnellement, je passerai à la caisse pour découvrir ce titre qui me donne très envie depuis longtemps, qui sortira donc le 15 mai aux éditions Kana. Continuons côté shoujo avec Fall in Love You False Angel de Koko Uzuki, un des derniers mangas du genre qui fait sensation au Japon. Otogi Katsura, la populaire déléguée des secondes du lycée, est surnommée l'ange voleur de cœur, car, par son seul regard, elle vous fera fondre. Mais cette dernière d'apparence impeccable et irréprochable se cache une stratège vaniteuse au caractère bien trempé. Tout bascule quand, par un concours de circonstances,
Elle montre son vrai visage à Toki Ninomae, le prince du lycée. En retour, celui-ci décide de jouer franc jeu avec Katsura et lui dévoile qui est le vrai Ninomae. Issu du mythique magazine Dissert, aux côtés de titres incontournables comme Ton visage au clair de lune, A Sign of Affection et You're My Soulmate, Fall in Love False Angel est prépublié depuis 2023. La série est en cours au Japon avec 6 tomes parus. Ce shoujo a tout pour toucher un large public et son succès en témoigne. False Angel connaît une véritable avalanche de prix et de sélections au Japon, dont le prix Kodansha 2025 du meilleur shoujo, le prix Gachi Manga Fair 2024 ou encore un top 5 au Kono Manga Gasugoi 2025. Sans oublier plus d'1,5 million d'exemplaires vendus en seulement 5 tomes, la série étant régulièrement haut placée dans le top Oricon, le top des meilleures ventes manga du Japon. En ce qui concerne son histoire, Fall in Love False Angel, c'est d'abord une rencontre bouleversante entre deux lycéens qui cachent leur véritable identité derrière un masque de perfection et qui se dévoilent progressivement l'un à l'autre, un visage bien différent de celui qu'ils affichent au lycée. Entre Otogi et Ninomae, une relation aussi électrique que touchante se met en place, faite de complicité et de petites piques bien senties. Dans ce jeu de séduction qui ne dit pas toujours son nom, chacun tente de percer le mystère de l'autre, souvent là où ça fait sourire, dans des scènes à l'humour espiègle et léger. Impossible de rester insensible tant la dynamique entre nos deux héros fonctionne et tant on prend plaisir à les voir se rapprocher et se provoquer. Enfin, impossible de ne pas tomber sous le charme du trait de la mangaka Koko Uzuki, d'une élégance rare. Otogi et Ninomae semblent littéralement tomber du ciel, portés par des cadrages aériens et un découpage original qui plonge instantanément dans l'ambiance et émerge le lecteur, dans les émotions des personnages. Les réalités de la vie, intégrées avec une évidence désarmante, nourrissent la romance et l'ancrent dans quelque chose de profondément vrai, ce qui la rend d'autant plus touchante et crédible. C'est un titre qui, selon moi, n'est pas à rater pour les fans de shoujo, et qui vaudrait clairement le tout pour les lecteurs consommant timidement ce genre de récit. Celui-ci débutera donc le 20 mai aux éditions Pika. Passons cette fois-ci du côté des seinen en vogue au Japon avec l'excellent Alice au-delà des étoiles de Kiko Urino aux éditions Glénat. Sur le point d'entrée au collège, Alice est une jeune fille intelligente mais semi-lingue. Née de parents japonais mais ayant grandi à l'étranger, elle ne maîtrise aucune des deux langues, que ce soit le japonais ou l'anglais. C'est alors qu'un camarade de classe lui promet de l'aider à réaliser son rêve, devenir astronaute pour ressentir la présence de ses parents dans l'espace. Commence alors pour la jeune Alice un périple autant scolaire que humain pour devenir la première astronaute japonaise capitaine de vaisseau spatial. Le manga rencontre un très fort succès au Japon, puisque celui-ci dépasse déjà la barre des 600 000 copies en circulation pour ses 6 volumes disponibles. Ces thématiques de l'espace dans un environnement réaliste a su conquérir les lecteurs japonais, permettant une identification du quotidien auprès de personnages flirtant entre travail scolaire, romance naissante et l'envie de réaliser ses rêves malgré les difficultés. Un titre au retour critique vraiment unanime sur sa qualité, dont le décollage c'est nous est pour le 20 mai 2026 aux éditions Glénat. Ensuite, un manga aussi touchant que qualitatif tire sa révérence dans le catalogue Panini avec Kotaro en solo de Mami Tsuruma. À 4 ans, Kotaro vit seul en ville, dans un modeste appartement. Où sont ses parents? Comment s'en sort-il au quotidien? D'où vient l'argent qui lui permet de vivre? En tout cas, il peut compter sur ses voisins pour ne pas s'ennuyer. Il y a Shin Karino, un mangaka un peu fainéant qui peine à rencontrer le succès. Pas très loin, une femme travaille la nuit dans un club privé. Quant à l'homme qui habite à l'étage du dessus, et qui est toujours en costume, il est le parfait cliché d'un yakuza. En dépit de sa situation saugrenue, et même s'il parle comme un seigneur féodal, Kotaro semble parfois moins bizarre que ses voisins. Tsuruma Mami nous offre une comédie douce amère qui fait autant rire que pleurer. Tour à tour réconfortante et mélancolique, les aventures de Kotaro mettent bout à bout ces petits riens qui forment la trame de nos existences. La candeur de Kotaro, en décalage complet avec le monde des adultes qui l'entourent, provoque de nombreux quiproquos et situations comiques. Et quand il s'agit de dépeindre la face sombre de la société japonaise, l'auteur montre toujours une grande tendresse pour ses personnages, sans pourtant verser dans le pâteau. Kotaro en solo réussit l'exploit d'être une comédie réaliste à la fois feel-good et un peu cruelle. Un manga qui avait fait beaucoup parler de lui à la sortie de son adaptation animée sur Netflix, qui avait touché pas mal de spectateurs, et donc verra la fin de son récit sur papier, chez nous, le 20 mai aux éditions Panini. Ensuite, le plombier le plus célèbre de la planète s'invite en France pour son 36e tome, avec l'adaptation manga du jeu culte de Nintendo Super Mario de Yukio Sawada aux éditions Soleil Manga. Mario et Luigi déboulent en manga, accompagnés par leurs plus fidèles compagnons. Librement inspiré de la célèbre série de jeux vendus à plusieurs centaines de millions d'exemplaires à travers le monde, ce titre composé d'épisodes indépendants cumule les gags les plus désopilants. Mario parviendra-t-il à sauver la princesse Peach? Le méchant Bowser est-il vraiment si méchant que cela? Avec 3 gags visuels à chaque page, succès garanti auprès des enfants. On sous-estime beaucoup la sortie des mangas pour enfants, mais pourtant sachez que Super Mario est une adaptation manga qui fonctionne plutôt correctement auprès de son public. Et ces 36 tomes sont là pour le prouver. Au rythme d'un tome annuel, le plombier revient faire sourire les enfants dans les librairies, un public bien plus présent qu'on ne le pense. Il suffisait de voir les ventes que je vous partageais les semaines précédentes sur le manga Minecraft pour s'en rendre compte. C'est assez démentiel. Sortie qui intéressera sûrement peu de monde qui écoute, mais je trouve ça intéressant de partager ce titre pour parler du manga à cible plus restreinte mais lucrative tout de même. Sorti pour le 21 mai aux éditions Soleil Manga. Et enfin, pour terminer le mois, le grand Yas revient en France chez Naban
avec le manga Jeanne. Émile, née de la fille du duc de Lorraine mais élevée comme un garçon, est liée à Jeanne par le fil du destin. Elle a rencontré Jeanne lorsqu'elle était petite et c'est son père adoptif, Baudricourt, qui a envoyé Jeanne se battre pour la libération de son pays. En grandissant, Émile est guidé par une vision de Jeanne et part achever la tâche entreprise par la pucelle. Vous l'aurez compris, on est ici, à l'instar de son manga sur Jésus, au cœur d'une des histoires les plus mémorables de France avec l'existence de Jeanne d'Arc, vue des yeux d'une de ses plus proches connaissances. Celui-ci sera, comme son manga sur Jésus, en full couleur pour profiter au mieux des talents du dessinateur en matière de couleur, et en grand format comme les autres anciens travaux de Naban sur les titres comme Arion, Venus Wars du même mangaka. Un titre que j'attends impatiemment car je suis un grand fan de cet auteur. Et si vous l'aimez également, sachez que j'ai sorti un précédent podcast, une retranscription complète de sa conférence à la Made in Asia, durant laquelle il était invité pour parler de Gundam The Origin, son chef-d'œuvre incontesté. Bref, sortie prévue pour le 22 mai aux éditions Naban. Voilà pour les focus, mais enfin, comme d'habitude, voici quelques autres séries en vrac sur lesquelles je ne m'attarde pas, mais qui valent d'être citées pour moi. Le 6 mai, sortie du tome 11 de Sobotei, le chef-d'œuvre d'horreur cosmique de Kazuhiro Fujita, ainsi que le tome 5 de l'excellent Iwamoto Senpai aux éditions Mangetsu. Le tome 7 de la Deluxe de l'immense Pandora Hearts qui attaque officiellement les arcs narratifs qui mettent tout le monde d'accord sur leur qualité. Le tome 5 de l'édition Prestige de Berserk qui débarquera le 20 mai. Et enfin, je ne les ai pas cités car ce sont des mangas Meian, donc une chance sur 5 qu'il reste prévu pour cette date. Mais on a la sortie potentielle le 8 mai de Star Strike It Rich, tome 1 et 2 qui continue la collection de Yabako Sandrovic, l'auteur de Kengan Ashura ou Dumbbell, chez l'éditeur qui a vraiment l'air super, offrant du MMA avec des persos féminins de manière bien badass contrairement à Dumbbell. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Enfin, je dis déjà, mais en vrai, j'ai déjà bien parlé de ce que je vois. En plus, j'ai la gorge sèche. Je vais boire une petite gorgée tout de suite. Merci aux personnes qui l'auront écouté. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le retour des news de la semaine pour un prochain hebdo manga. C'était Elio. Ciao!